Ça fait 10 ans que je fais du contenu sur la photographie et je voulais te parler de ce que ça m'a coûté, de ce que ça m'a apporté et des conseils que j'ai à te donner si tu veux te lancer. Bonjour à tous, oui, ça fait 10 ans que je fais du contenu sur la photographie et je sais pas, j'avais envie de prendre un petit temps de pause sur la chaîne, une petite interlude comme ça pour en parler avec vous. Donc, ce sera pas une vidéo 100% photo, on va parler de livres, de culture, de pratique, tout ça. Ça va être un peu hors série, un peu behind the scenes, on pourrait dire, avec un anglais d'Amérique. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un peu le point, d'en parler avec vous, de ce que ça avait été 10 piges à consacrer à faire du contenu sur Internet, sur la photographie, parce que c'est un bout de ma vie important maintenant. Et voilà, je trouvais ça cool. Donc en octobre 2015, donc le 27, je crois, un truc comme ça, j'ai publié sur mon blog mes premiers articles. J'en avais écrit 5 d'avance que j'ai tous publiés d'un coup. Je me suis empressé d'aller partager sur un groupe Facebook pour les faire découvrir et on connaît désormais mon amour des groupes Facebook qui vient sûrement de cette époque-là. Plus sérieusement, ça faisait 1 an que j'avais un site web où je partageais juste mes travaux photos et je l'ai fait évoluer vers un blog dans lequel j'ai commencé à partager. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce qu'à l'époque, j'ai commencé à lire des bouquins photos. Parce que je l'ai dit 1000 fois, mais ce sera la 1001ème, c'est pas grave. Je viens de la musique à la base, je faisais de la guitare, du piano, de la basse, tout ça. Et j'avais une pratique qui était orientée très vers le matos, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu sur la guitare, les bois, les micros, tout ça, comment ça sonne différemment, les pédales et tout. Et moins ancré sur l'histoire, le jeu, les évolutions du jeu, comment chaque guitariste jouait, tout ça, c'est un truc qui m'avait moins intéressé. Je pense qu'il m'avait mené à un petit peu d'épuisement à ce moment-là sur la pratique musicale, et quand je démarrais la photo, enfin je reprenais la photo depuis quelques années, je me suis dit je vais pas faire la même erreur, on va s'intéresser un peu à qui raconte quoi sur la photo, tout ça. Et à l'époque, je suis tombé sur un livre qui s'appelait Petite philosophie pratique de la prise de vue photographique. Je vous mets l'image ici, je vous mets un lien dans la description parce que c'est un livre qui reste encore excellent et majeur, je pense, dans mes lectures. Et je trouvais qu'il y avait plein d'idées super sympas, qu'il y avait plein de trucs intéressants sur la pratique photo, et je me suis dit putain merde, c'est con que ce soit pas très connu, pas très diffusé, il faudrait qu'il y ait des gens qui parlent de tout ça sur internet, quoi. Parce que, à part parler de matos, à l'époque, les chaînes connues, c'était Mon Petit Réflexe, Sébastien Royan, ce genre de trucs. Il y avait Arnaud Thierry aussi qui faisait ça. C'était très pratico-pratique, on va dire. Et du coup, je me suis lancé en me disant qu'il y avait peut-être quelqu'un d'autre que ça allait intéresser. Et c'était vrai. Ça a développé une petite audience au fur et à mesure. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent Bria, parce que je me suis foutu de sa gueule dans un article. C'est une excellente façon de me rencontrer. On a commencé à sympathiser, tout ça. Il y a eu une scène un peu ubuesque quelques années après, où je déménageais, donc de Rouen à Lille, parce que j'ai eu une opportunité pro, et je me suis dit, on y va, on change de région, tout ça. Je connaissais déjà Laurent à l'époque. Et en fait, c'était pendant la tempête Grégory, et pendant la tempête Grégory, ce qui s'est passé, c'est que mon camion de déménagement est resté à Rouen, et alors que moi je suis arrivé tout seul à Lille avec mon chat et c'est tout, et un sac à dos. J'ai appelé Laurent, je dis j'ai pas mes meubles, j'ai rien, est-ce que je peux dormir chez toi ce soir? Il m'a dit ouais, pas de soucis, viens. Il m'a dit mais par contre je dîne avec Olivier Roland ce soir, donc viens, mais juste on sort quoi. Je dis ok, pas de soucis. En fait je passais la soirée avec Olivier Roland qui m'a chauffé à faire une chaîne YouTube, et c'est comme ça que je l'ai ouvert en 2019, un truc comme ça, et du coup très chouette de le faire à ce moment-là, ça m'a motivé, je me suis dit allez hop on y va, notamment parce que j'avais commencé à prendre conscience du fait il y a une partie de l'audience des photographes qui est motivée pour lire des longs articles sur la photo, parce que j'écris des choses assez longues en général, assez détaillées, assez denses, mais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a des gens qui veulent juste se poser derrière leur écran en rentrant du taf et regarder un truc, un quart d'heure sur la photo, un quart d'heure sur la cuisine, j'en sais rien, tout ça. Et je me suis dit c'est dommage de pas toucher cette audience-là, donc une façon de le faire, c'était d'ouvrir une chaîne YouTube pour être là où ces gens sont. Et c'est ce que j'ai fait en 2019, donc là ça fait 6 ans et demi de YouTube. Alors les chiffres, ce sera un truc genre 120, 130 articles, 250 vidéos et 5 formations, l'équivalent de 20 heures de cours, un truc comme ça que j'ai produit sur Internet. Et une quinzaine d'épisodes d'Incroyable Photographe. C'est 10 ans de taf, ça représente à peu près ça. Donc je vais voir la chaîne YouTube et ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Au début, je faisais une vidéo toutes les semaines qui était hyper fatigant. Je sais que je l'ai tourné par 10 quasiment. Je passais des journées entières à tourner, à en faire 10 d'un coup, et à l'époque, j'avais pas de monteur, donc j'avais pas Julia. Du coup, je montais moi-même, donc c'était vraiment beaucoup de taf, très très prenant. Je passais mes soirées, tout ça, mais après, quand je suis arrivé à Lille, au tout début, j'étais seul, enfin, je vivais seul, donc j'avais la latitude de faire ce genre de truc, mais c'est vrai que ça prenait quand même beaucoup de temps. Et une des façons de régler ça, c'était justement de monétiser cette chaîne et cette activité pour avoir les moyens d'avoir un monteur, d'alléger certaines parties, tout ça, puis de ralentir un peu le rythme aussi. C'est quelque chose que j'avais déjà commencé à faire. J'avais sorti un premier livre, un e-book que je vends encore d'ailleurs, qui se vend très bien, c'est cool, mais ça s'adressait plutôt au public du blog, parce que voilà, quand vous faites des articles de blog, vendre un livre, ça reste cohérent, et voilà, les gens sont habitués à vous lire, donc ils payent pour vous lire un peu plus. À l'époque, il n'y avait pas de Substack, vous savez, les newsletters où on s'abonne pour recevoir du contenu. Actuellement, c'est ce que je ferais si je recommençais. Et donc, j'ai cherché une façon de monétiser ça, et j'ai découvert un type qui s'appelait Antoine BM pour Blanche Maison, qui avait une méthode assez intéressante, parce que jusqu'à présent, les formations sur la photo, c'était vraiment des gros trucs à 400, 500 balles de 20 heures, voilà, avec plein de modules et des lancements, ce qu'on appelait orchestrés, donc ça demandait beaucoup de travail de faire la promotion autour de ça, et surtout alors c'était un peu moins le cas quand moi j'ai démarré vers
vers 2020, mais surtout, c'était des outils assez primitifs à l'époque sur le web, hein. Quand on faisait de la vente de formation, qu'on avait qu'un WordPress, c'était l'enfer. Il y avait 3 sites différents, des plugins, des connexions, machin, enfin, c'était un travail très très lourd. Mais en fait, il y a un site qui est sorti, que j'utilise encore actuellement, qui s'appelle Podia, qui facilite l'hébergement des formations comme jamais. Ils gèrent tout, ils gèrent la vente, ils gèrent l'inscription, ils gèrent les comptes des gens, ils gèrent les paiements plusieurs fois, ils hébergent les formations, ils hébergent des vidéos, on peut mettre des quiz, des fichiers, enfin, c'est vraiment trop bien. Et du coup, j'ai découvert ça, et Antoine Blanche-Maison qui proposait la méthode des petits produits, donc de faire des petits cours de 2-3 heures, etc. En se disant, voilà, atomisez vos contenus. Alors lui disait dans une journée, moi j'ai jamais réussi à le faire en une journée, mais voilà, on fait ses recherches, on prépare le script, on tourne, on fait des petits formats plus simples, plus snack, entre guillemets, sur des sujets un peu précis. Et en fait, je me suis lancé là-dedans et j'ai fait des formations photographes créatives que j'ai découpées en 5 morceaux qui, ensemble, font une grosse brique, que je vends comme ça. Mais j'ai découpé ça en petits bouts, donc ça m'a permis de monétiser l'activité et justement d'avoir un peu de latitude financière pour le montage, pour l'hébergement, et aussi pour pouvoir par exemple payer des développeurs et mettre en place des nouveaux services. Typiquement là c'est fin 2024, donc c'est le dernier truc que j'ai sorti on va dire en contenu, c'est le site avec les applications. Donc vous en avez une avec la bibliographie en ligne. Avant c'était une page web assez longue et compliquée à maintenir, maintenant la bibliographie c'est vraiment un moteur de recherche, vous pouvez chercher les bouquins dont j'ai parlé, retrouver les livres dont j'ai parlé, les articles, etc. Donc c'est assez bien fait. Il y a le Chineur de l'e-photo qui est assez utilisé aussi, où vous pouvez avoir des promos de l'e-photo, tout ça pour démocratiser l'accès à la culture. Donc c'est vraiment un peu la dernière brique qui me manquait, c'est que voilà, j'ai voulu parler de tous ces sujets, toucher le plus de monde possible, accompagner les photographes qui souhaitent être plus créatifs, et en fin de course, rendre aussi cette culture plus simple d'accès financièrement, parce que parler des bouquins c'est cool, mais si personne ne peut les acheter, c'est emmerdant. Donc ça a été ça ces 10 dernières années, c'était chouette. C'était hyper intéressant parce qu'en fait j'ai eu plein de sujets différents auxquels j'ai touché. Vous vous en rendez compte, la formation en ligne, c'est pas l'écriture d'un blog, c'est pas YouTube, c'est pas la mise en place d'applications, c'est pas du développement web, c'est pas du montage, donc ça touche plein de trucs, et ça c'était super cool comme activité. Là je pense que j'ai un peu atteint la vitesse de croisière de ce que je voulais faire. Il y a un équilibre, je fais des articles de blog de temps en temps, les vidéos toutes les 2 semaines, des petites vidéos bonus quand j'ai des idées, les formats sont à peu près établis, et je vais ressortir des petites formations plus régulièrement, parce que j'ai été occupé sur d'autres sujets ces dernières années. Mais là il y en a une qui est sortie normalement il y a quelques jours, quelques semaines, quand vous me regardez sur cette chaîne. Motivation 3000. Donc ça, c'était une façon de vous résumer ces 10 dernières années condensées sur un peu comment ça s'est passé, tout ce contenu, tout ça. Sur les points positifs, il y en a eu beaucoup, des points positifs de faire tout ça. Tout d'abord, j'ai une audience, et ça, c'est un truc hyper bizarre. Je sais que c'est un truc qui fait un peu, entre guillemets, alors je sais pas, rêver les gens, pas le dire comme ça, mais dire, ouais, t'as plein d'abonnés, c'est trop bien et tout, ça doit apporter plein de trucs. C'est cool et pas cool, c'est un peu bizarre. Alors, le côté pas cool, je vais pas revenir sur les aspects haters, machin, casse-pied, j'ai fait une vidéo sur ça, vous la mettez par ici, c'est pas trop le sujet, c'est plus que c'est quelque chose qu'on perçoit pas vraiment en fait. Là, genre techniquement, concrètement, je suis en train de parler tout seul à une caméra qui me fixe dans un bureau. Je vois pas les 31 000, je sais pas quoi, abonnés qui sont là, qui me regardent. C'est un peu particulier, surtout comme j'ai dit, il y a beaucoup de gens qui commentent pas, qui écrivent pas, qui consultent le contenu sans interagir, donc c'est vraiment des statistiques. On voit les vues, on voit les likes, tout ça, mais les vrais gens de la vraie vie, on les voit pas. Quand on les voit, c'est trop cool, parce que y en a plein qui me reconnaissent dans des situations différentes, qui viennent papoter, c'est toujours très bienveillant, donc c'est vraiment sympa d'avoir ces échanges-là, que j'aurais pas sans ça. Et plus globalement, le vrai intérêt, le vrai côté sympa, c'est de me dire que je peux parler de sujets qui me plaisent à des gens que ça intéresse. Ça, c'est trop bien. Voilà, je découvre un bouquin photo, je dis, ça c'est trop cool. Sans cette audience-là, je garderais probablement ça pour moi, et c'est ce qui m'avait incité à commencer à la base, de partager des trucs que je pouvais pas partager avec mon entourage. Et donc ça, c'est vraiment le côté très bien de me dire, ouais, il y a une audience avec qui partager, avec qui échanger, à qui apporter des trucs, qui a une réponse qui est positive, qui m'encourage, etc., qui me pousse sur ces 10 dernières années. Donc ça, c'est vraiment le côté sympa. Mais il y a un pendant un peu bizarre, très asymétrique, et c'est très, on perçoit pas en fait, quand on fait cette activité, qu'il y a des gens derrière leur écran. C'est pas évident en fait. C'est pas évident. Dans les trucs positifs, évidemment, vous les voyez, genre là, ça m'a apporté plein de bouquins. Vraiment à la toute base, je m'étais dit, je monétise un peu l'activité, ça me permet de payer mes livres photos. Mes livres photos me servent à faire du contenu, et ce sera bien là. On a dépassé un peu ce stade, je pense, au niveau volume de bouquins, j'ai largement ce qu'il faut pour faire du contenu les 10 prochaines années. Mais évidemment, ça a nourri et alimenté ma passion pour les bouquins, aux grandes dames de ma compagne, parce que ça prend vachement de place. C'est aussi des belles rencontres, c'est un peu cliché de dire ça, mais il y a plein de gens avec qui je suis pote maintenant, ou qui sont des proches, que j'ai rencontré comme ça. Typiquement, Laurent, c'est un secret pour personne qu'on est amis. Le parrain de ma fille, je l'ai rencontré via cette activité. Enfin, voilà, il y a plein de gens avec qui j'ai sympathisé et qui sont devenus des potes, des amis avec qui je peux sortir. Enfin, ça a été plein de rencontres sur toute la durée, et ça, c'est très très cool. C'est le bon côté aussi de ça. Et évidemment, alors c'est un bon et un mauvais côté, c'est que c'est devenu aussi un peu un métier. C'est-à-dire, voilà, il y a des petites charges à payer, il y a une petite activité autour de ça, il faut un peu piloter ça. Tout le monde déteste son taf, donc il y a des aspects qui sont casse-pieds, il y en a d'autres qui sont très cool, mais c'est
aussi devenu un peu un métier, mais je le mettrais dans les choses positives. C'est devenu une activité économique, on va dire. Sur ma vie perso, je vois principalement 3 impacts que cette activité a eu sur la durée. Ça me prend beaucoup de temps. Souvent, je bosse 2 soirs dans la semaine sur ça, les 2 après-midi le week-end, parce que ma fille dort, donc pendant la sieste, je reste là à la surveiller et je bosse, tout simplement. Ça, c'est le minimum que ça me prend en général. Ça dépend, des fois j'arrive à grouper, à gagner du temps. Après l'été, je peux prendre de l'avance, tout ça. Ça peut être un peu variable. Évidemment, l'impact sur ma vie perso, c'est que c'est un complément de revenu, donc ça c'est cool, comme je disais, pour acheter des bouquins, pour faire ce genre de trucs, acheter des appareils à 40 balles sur le bon coin et tester des trucs, tout ça. Et aussi, ça facilite un peu la pratique et compagnie. Parce que comme je vous le dis, c'est devenu un petit peu mon métier aussi, une partie de mon métier, on pourrait dire. Ça facilite la pratique, parce que ma femme est compréhensive, elle se dit assez bien que c'est pas juste m'éclater pour mon loisir, que quand je fais des photos, ça me sert des fois à avoir des idées de vidéos, à en reparler, que voilà, c'est accepté, et du coup, c'est une pratique qui est hyper facile. Et d'ailleurs, ça amène à une réflexion que je me suis faite il y a pas longtemps, parce que je m'en rendais pas compte, mais je pense que c'est vrai, c'est que c'est l'inverse de McCain, c'est-à-dire tout début, j'avais des fois des commentaires, négatifs ou interrogatifs, j'en sais rien, qui disaient ouais, mais tu parles, ça doit te prendre vachement de temps, t'as plus le temps de faire des photos avec tout ça. Et en fait, c'est un peu l'inverse, je pense, parce que comme je suis obligé de me tenir au courant de ce qui se passe, de ce qui est publié, alors d'acheter des livres, pas forcément parce que j'en ai beaucoup d'avance maintenant, mais de lire des bouquins, etc., pour avoir de la matière pour vous parler. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je sorti une vidéo sur 2 photographes qui ont travaillé sur le sel. Les bouquins, je les ai achetés, je les ai lus, tout ça, voilà. Donc il y a vraiment ce côté, je suis obligé de me tenir informé, et ça nourrit ma pratique. J'ai des idées de photos, j'ai des idées de compos, de trucs que j'ai vus, parce que en permanence, je suis un peu là-dedans, et je pense qu'au final, c'est plus bénéfique qu'autre chose. C'est-à-dire que si j'arrêtais ça en me disant, vas-y, je veux faire que des photos, j'en ai marre d'en parler, je veux juste pratiquer, je pense que je pratiquerai moins parce que je serai moins stimulé personnellement. Donc il y a un peu ce côté-là. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse de vous lancer, mais de faire n'importe quoi, de faire genre un blog si ça vous chauffe, une newsletter payante, de faire des petits reels pour parler de vos découvertes, des formats courts, enfin genre des carousels Instagram. Enfin maintenant les formats ont vraiment changé par rapport à l'époque où moi j'ai commencé. Si ça vous tente, faut vraiment voir ça comme ça va aussi nourrir votre pratique et vous pousser plus loin en tant que photographe parce que vous avez développé une culture de l'image plus importante en ayant cette activité-là. Ça, c'est certain. Dans mon script, j'avais noté une petite partie sur les aspects négatifs, c'était later, la place dans la bibliothèque et le fait que tout le monde déteste un peu son métier. Mais je vous en ai déjà parlé, on va pas revenir là-dessus. Et en vrai, sur la durée, c'est mineur. Je pense que la satisfaction globale que j'en tire me permet de passer ces points-là. C'était une vidéo un peu improvisée, même si j'ai une liste de trucs à vous dire. J'espère que ça vous aura donné une vision un peu de ce que c'est 10 ans d'activité de production de contenu photo sur Internet, parce qu'on se rend pas forcément compte. J'imagine que pour vous, je suis un type qui apparaît de temps en temps dans votre fil YouTube et où vous cliquez, vous regardez un truc, et puis voilà. J'imagine pas forcément tout ce qu'il y a derrière quand on le fait pas. Donc j'espère que ça vous aura donné un peu une image de ce que ça peut être pour quelqu'un ce genre d'investissement. J'espère que ça vous aura donné aussi envie de vous lancer, peut-être certains d'entre vous, alors évidemment pas tout le monde, je me doute bien que c'est pas une activité qui pourrait intéresser tout le monde, mais s'il y en a certains à qui ça donne envie ou à qui ça donne une image positive de ce genre d'activité, qui a envie de se lancer, cool. N'hésitez pas à m'écrire non plus, hein, je vous dis, les commentaires sont fermés ici parce que flemme, mais mes DM sont toujours ouverts, donc si vous avez envie de faire ce genre de truc et que vous avez besoin de conseils, d'aide, machin, je suis toujours content d'aider quelqu'un et d'accompagner, de répondre aux questions, donc il n'y a pas de souci. Si vous vous lancez comme ça dans une activité de créateur de contenu, le conseil que j'aurais à vous donner, c'est pas genre le conseil de ces 10 dernières années, mais un peu quand même, c'est de pas lâcher. Alors, c'est de pas lâcher, mais ça marche dans les deux sens, c'est-à-dire de démarrer et de continuer un peu, quoi qu'il arrive, d'être régulé, tout ça, et de faire son petit trou, sa place au fur et à mesure comme ça. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, c'est-à-dire de choisir un format, des activités, tout ça, que vous pourriez ne pas lâcher. Vous vous doutez bien qu'au fil des années, des gens qui m'ont contacté parce qu'ils voulaient se lancer, il y en a eu plein. Il y en a eu plein qui ont eu les yeux plus gros que le ventre, sans doute moi au début aussi un peu, et qui font un truc puis finissent par laisser tomber et n'ont pas le temps, voilà, tout ça. Faut aussi trouver cet équilibre, ce que vous êtes prêt à faire, ce qui vous plaît, ce qui vous motive, et ce que vous pouvez tenir sur la durée, parce que c'est vraiment sur la durée qu'on tire les bénéfices, je pourrais dire, de ce genre d'activité, tant en termes de, je vous ai dit, d'audience, de monétisation, de ce genre de trucs. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Merci à ceux qui sont là depuis le début. Je sais qu'il en reste toujours des vétérans de mon blog de 2015 qui continuent de regarder les vidéos, de m'écrire et de m'envoyer des petits messages. Donc ça, c'est très très cool. On se revoit dans 15 jours pour une vidéo classique de la chaîne, tout ça. Et je pense que je referai un petit bilan pour les 20 ans, peut-être. Si vous êtes là, on en reparlera à ce moment-là. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, pour la blague, on terminera sur ça. J'ai publié un article sur Joseph Koudelka sur mon blog. Je vous mets le lien dans la description, une histoire de sa photographie. Et en fait, c'est un article que j'avais promis dans un autre article il y a 8 ans. Comme quoi, des fois, ça met du temps, mais ça arrive petit à petit. Ce sera pas une vidéo sur le différentiel, mais peut-être que dans 10 ans, on en fera une autre. Voilà, merci à tous, et à la prochaine. Salut!